Bonjour à tous! En 2016, une polémique est apparue au Royaume-Uni après la publication par la BBC d'un bref dessin animé éducatif à destination des enfants. Il montrait des épisodes de la vie quotidienne d'une famille romaine dans la province de Britannia. Ce qui a surpris beaucoup d'internautes, c'est que cette famille était représentée avec la peau noire. En effet, beaucoup de gens ont tendance à penser que la présence en Europe de personnes à la peau noire, originaires des Antilles ou d'Afrique, est très récente et qu'elle remonte aux dernières décennies, tout au plus. Mais est-ce vrai? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La BBC semble faire référence à un épisode raconté dans l'Histoire Auguste, collection de textes qu'on date généralement aux alentours de l'an 400 et dont tant la paternité que la véracité sont discutées. Vers 210, l'empereur Septime Sévère aurait considéré comme un mauvais présage la peau noire d'un légionnaire né à Leptis Magna, en Libye actuelle. Et voilà, c'est tout. Les sources ne donnent pas plus d'éléments. Mais on sait que les Romains se référaient aux populations subsahariennes sous le nom générique d'Éthiopiens. Un certain nombre vivaient dans l'Empire, notamment à Leptis Magna, où ils étaient néanmoins une minorité. On en trouvait aussi en petit nombre à Rome. Dion Cassius, qui écrit au 2e et 3e siècle, rapporte que sous Néron, au 1er siècle, organiser la totalité des jeux de gladiateurs d'une journée exclusivement avec des Éthiopiens était un événement exceptionnel et cher. Malgré cela, sous l'Empire, il n'y a pas de connotation sociale particulière attribuée à cette couleur de peau. L'esclavage antique n'a rien à voir avec la couleur de peau ou des caractéristiques physiques. N'importe qui peut être esclave, et les esclaves sont nombreux dans l'Empire. Les gens à la peau noire ne sont exclus de rien, et on n'a aucune trace de préjugés particuliers vis-à-vis d'eux. Changement d'époque. À partir du XIIIe siècle, on commence à observer l'essor du commerce transsaharien, qui relie le Sahel à la Méditerranée. Celui-ci existait déjà dans l'Antiquité, d'autant que le Sahara, moins aride et plus savanesque, était alors plus facile à traverser. Mais on assiste alors à une augmentation des échanges, jusqu'à ce que les Portugais atteignent l'Afrique subsaharienne par la mer au XVe siècle. Le Nord exportait du sel, du tissu et des métaux, tandis que le Sud exportait de l'or, de l'ivoire et, déjà, des esclaves, essentiellement à destination du monde musulman. Je dis essentiellement, car le commerce concerne aussi la péninsule ibérique et le sud de la France. En 1446, le marchand barcelonais Ponce Ferrer est furieux. Alors qu'il est de passage à Pamiers, dans le comté de Foix, à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, son esclave noir Antoine Simon s'est enfui, et il s'est mis au service d'un certain Pierre Toc. À la requête de Ponce, le prévôt du comte de Foix capture Antoine et l'enferme au château. S'ensuit un procès retentissant de 3 jours, dont nous avons gardé la trace. Pierre Toc se défendit en mettant en avant les coutumes de la ville, datant de 1228, qui assuraient la liberté à tous ses habitants, et ajouta qu'autrement, il aurait laissé l'esclave poursuivre sa route jusqu'à Toulouse. De nombreux bourgeois de Pamiers viennent témoigner. On se rappelle qu'il y a quelques années, 2 esclaves grecs en fuite avaient été libérés et accueillis en habitants de la ville. Jean de Belèbre, le bachelier en décret qui dirige l'audience, et né Pamiers de la dernière pluie, avoue qu'il est lui-même le fils d'une esclave, mariée et libérée à son arrivée à Pamiers. De son côté, Ponce argumenta qu'il avait acheté Antoine fort cher, 100 florins d'Aragon, et que ce dernier avait commis un vol, celui de sa propre personne. L'argument ne porta pas. Antoine se sortit de ce panier de crabes, fut libéré et déclaré nouveau citoyen de Pamiers. L'affaire ayant eu lieu il y a 500 ans, c'est suffisant pour que, s'il a eu descendance, peut-être 2 à 4% de la population française ait Antoine comme ancêtre. Petite parenthèse rigolote pour parler de l'actu des sciences. Vous avez lu La prunelle de ses yeux, converti de l'islam sous le règne de Louis XI, de William C. Jordan, qui est sorti en 2020. Le livre raconte comment, après une intense activité missionnaire lors de la croisade de 1251-1254, Saint Louis a ramené avec lui de Terre Sainte 1500 musulmans convertis qu'il a installés en Picardie. Les profils sont variés. Prisonniers de guerre convertis pour être libérés, petits nobles, gens pauvres qui espèrent obtenir les généreux cadeaux que le roi attribue à ses baptisés. L'installation se fait aux frais du roi, qui paye le transport, les loyers, mais aussi des manteaux de fourrure rendus nécessaires par la légère différence climatique entre la Terre Sainte et la Picardie. Y avait-il des personnes à la peau noire ou directement des subsahariens parmi eux? Impossible de le savoir. Comme le montre l'auteur, à l'époque, la couleur de peau n'est pas pensée ni perçue comme un critère d'altérité. On sait que certains convertis ont fui, mais on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Toujours est-il que les anciens musulmans convertis ne devaient donc pas se reconnaître facilement à leur apparence corporelle. A l'inverse, dans les sources, on croise quelques réussites sociales importantes.
comme un certain Jean Sarrazin, qui devient sergent du guet à Paris, ou un Gobert Sarrazin, percepteur des revenus royaux autour de Laon, qui finit même châtelain. Entre ces deux extrêmes, pour la plupart des gens, l'intégration s'est sans doute passée sans difficulté, voire avec enthousiasme. 1500 gus il y a 800 ans. J'en parle aussi parce que, à ce compte-là, tous les habitants d'Europe, des Amériques, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient les ont comme ancêtres. Mais revenons à nos moutons. Le nombre de subsahariens en France reste sans doute très faible jusqu'au développement de la traite négrière atlantique. À partir des années 1625-1635, les nations européennes se tournent vers les Antilles pour y produire du tabac, puis du sucre, à destination du marché européen. Au début, il s'agit plutôt de petites exploitations et, notamment pour le tabac, de petites exploitations familiales tenues par des fermiers blancs européens. Problème, avec le climat, ils y meurent comme des mouches. Se développe donc un système de grandes exploitations. La production de sucre supplante le tabac, les esclaves noirs importés d'Afrique supplantent la main-d'œuvre blanche européenne. L'importation d'esclaves explose à partir des années 1670-1680. Par exemple, la Martinique compte 2400 esclaves noirs en 1673, mais 8216 en 1682, 10 733 en 1686 et 15 000 en 1696. Petit problème, l'esclavage avait été interdit dans le royaume par le roi Louis X en 1315. Oui, mais là c'est pas pareil, rien à voir, pas de problème, t'as vu. On voit donc se développer un droit local qui s'est formalisé en 1685 par une ordonnance, puis un édit, sur les esclaves des îles d'Amérique, communément appelés Code Noir. Problème quand même, qu'est-ce qu'on fait des esclaves noirs qui arrivent en métropole lorsque leurs propriétaires les amènent avec eux en Europe? Eh bien, on leur applique malgré tout le droit commun, et on les libère bien sûr. Non, je déconne. On ne leur applique pas du tout le droit commun, et on crée une législation particulière de plus en plus restrictive. Jusqu'en 1715, la situation est ambiguë. Certains noirs emmenés en métropole sont libérés, d'autres qui avaient été libérés en métropole redeviennent esclaves, de retour dans les Antilles. Un édit de 1716 entérine un statut d'exception. Les esclaves dûment enregistrés qui atteignent la métropole, pour y apprendre un métier ou être instruits en religion, ne peuvent plus prétendre à la liberté le temps de leur séjour. L'édit n'est pas accepté par le Parlement de Paris, mais il l'est par ceux de la côte ouest, et il s'applique donc à Nantes, Saint-Malo et Bordeaux. L'esclavage est donc de fait rétabli en France. Malgré tout, les années 1760-1770 voient de nombreux procès pour libération d'esclaves noirs en métropole. Les abus sont nombreux et différents édits tentent d'y remédier, sans effet. En 1777, une déclaration pour la police des Noirs et un nouveau coup d'épée dans l'eau. Mais il a l'avantage, pour nous, de nous donner accès au recensement obligatoire des Noirs de métropole qu'il établit, et on évalue ainsi leur nombre à environ 5000 en 1790, dont 75% à Paris et 15% à Nantes. Si la France et l'Angleterre ont à l'époque de la Révolution des populations noires assez importantes, c'est aussi le cas de l'Espagne et du Portugal. Plus surprenant, et contrairement à la croyance populaire, dès 1700, on retrouve des personnes à la peau noire, même peu nombreuses, un peu partout en Europe. Au XVIIIe siècle, dans les différentes cours d'Europe, c'est en effet un peu la mode que d'offrir de jeunes noirs. Marie-Thérèse, qui règne sur les possessions Habsbourg depuis Vienne entre 1740 et 1780, se voit ainsi offrir par le duc de Beaufort un petit Africain, ramené de ses raids sur les côtes barbaresques, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Mais le cas le plus emblématique est sans doute celui d'Abraham Hannibal. Il est sans doute né peu avant 1700 dans la zone du lac Tchad. On pense que son père était un prince local influent et lui-même propriétaire de nombreux esclaves. Toujours est-il que son père est tué par les Ottomans, qui emmènent Abraham avec eux en esclavage à Constantinople, la capitale ottomane. Il y est alors repéré par son intelligence, puis acheté par l'ambassadeur russe en 1704 pour être offert au tsar Pierre le Grand. Abraham étudie à la cour, puis reçoit une formation militaire, et est exilé quelques années en Sibérie à la mort de Pierre pour respecter la tradition russe, puis revient en grâce avec l'accession au pouvoir d'Élisabeth en 1741. Il devient alors major général et elle lui donne des terres disposant de centaines de serfs. Il est surtout connu pour avoir eu un fils qui a eu une fille qui est la mère de Pouchkine. C'est donc l'arrière-grand-père de Pouchkine. C'est un peu en quelque sorte le pendant russe du fameux général Dumas, fils d'un noble et d'une esclave noire de Saint-Domingue et qui a accompagné Napoléon Bonaparte lors de la campagne d'Italie.
mais qui est surtout connu pour être le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, et le grand-père d'Alexandre Dumas fils, l'auteur de la Dame aux Camélias. On a aussi l'exemple de quelques communautés inattendues et méconnues. C'est le cas des Afro-Abkhazes. L'Abkhazie, c'est là. On ne va pas s'étendre sur la situation géopolitique exacte de la région car c'est un peu compliqué. En gros, la Géorgie considère que c'est une république autonome géorgienne, tandis que de leur côté, les Abkhazes ont proclamé leur indépendance en 1992 à la chute de l'URSS. Celle-ci n'est reconnue que par la Russie, le Venezuela, la Syrie et le Nicaragua. Et Nauru, bien sûr. De fait, c'est une région indépendante. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Toujours est-il que l'Abkhazie a une communauté noire relativement un peu assez importante. Enfin, de quelques centaines de personnes au moins, installées autour d'Adjubja, sur les rives de la rivière Kodori. On ne connaît pas leur origine. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit de descendants de quelques centaines d'esclaves importés de l'Empire ottoman au XVIIe siècle pour travailler dans les plantations de citron. Leur assimilation rapide, puisqu'ils ont rapidement appris la langue et les coutumes locales, et sont donc parfaitement intégrés, ce qui fait qu'en dehors de leur couleur de peau, rien ne les distinguait des Abkhazes locaux, n'aide pas à retracer leur origine précise. Du reste, les intermariages ayant été très nombreux, il est difficile de distinguer la communauté de nos jours. Du reste, il ne faudrait pas s'étonner qu'ils soient venus d'Istanbul et de l'Empire ottoman, tant il y avait d'esclaves originaires d'Afrique suite à la traite musulmane. Il existe d'ailleurs une communauté de Turcs d'origine africaine depuis un bon moment, dont un représentant est par exemple Ahmed Ali Çelikten, capitaine dans l'aviation ottomane pendant la Première Guerre mondiale. On pense souvent que la présence de personnes à la peau noire en Europe est le résultat de l'immigration récente, ou qu'alors c'est le résultat de la présence européenne aux Antilles. J'espère, par ces quelques exemples, il y en a d'autres, avoir montré que les liens entre l'Europe et l'Afrique sont bien plus anciens que ce que l'on croit souvent. Même si pendant longtemps il s'est plus agi d'individus que de populations, et si pendant longtemps également les communautés ont été numériquement faiblement importantes, on a des traces anciennes de migration entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Ce sont plus des exceptions que la règle, mais c'est aussi, et également, loin d'être totalement anodin. Mais les subsahariens sont-ils une exception? On ne connaît pas ou peu de liens avec l'Asie en Europe avant... Enfin... il n'y a pas de Marco Polo chinois quand même. Eh bien, c'est ce qu'on vérifiera dans la prochaine vidéo. On y parlera notamment de l'incursion du bouddhisme en Grèce antique, d'art asiatique dans l'Empire romain et de merguez party. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et en attendant, n'hésitez pas à parcourir les merveilleuses contrées de l'Empire des sciences. Ciao, à la prochaine!